Ludmila Osipenko est volcanologue. Elle est passionnée par son métier. Elle l'exerce au Kamtchatka, en Sibérie, une passion dangereuse. La région compte la plus grande concentration de geysers et de volcans au monde. Les routes goudronnées sont rares au Kamtchatka, mais rien n'arrête Ludmila. Nous allons la suivre sur les volcans les plus inaccessibles de la péninsule. Le camion s'enfonce dans une forêt calcinée par les cendres et les scories crachées par le volcan. Ludmila est fascinée par ce site. Une éruption majeure s'est produite ici il y a 30 ans. Je viens chaque année pour observer la manière dont la vie reprend ses droits et reconquiert l'espace. Autour des troncs calcinés, la nature reverdit. Elle reprend des couleurs. Pour un géologue, le Kamtchatka est la plus belle région de la planète. Et je suis géologue. J'en ai longtemps rêvé et je n'ai pas été déçue. J'aime parcourir les volcans, comme le Tolbachik par exemple. C'est dans ce paysage volcanique des plus inhospitaliers que les soviétiques ont testé les véhicules lunaires Lunokhod 1 et 2. À l'époque, la péninsule était une zone interdite réservée à l'armée. La faune et la flore de la péninsule sont donc relativement bien préservées. Le Kamtchatka est au bout du monde, même pour les Russes. La péninsule se trouve à 9 fuseaux horaires et 12 000 km de Moscou et à 1000 km seulement du Japon. Le soir tombe quand le camion arrive enfin à destination, un camp de volcanologie au pied du Tolbachik. Les membres de l'expédition attendaient le ravitaillement depuis plusieurs jours déjà. Разгружать, наверное, надо, да? Сегодня какая вам погода, да? Ой, отличная. Здесь очень ценные, редкостные просто. Ludmila installe son sac de couchage dans l'une des maisons de bois. Dès demain, elle se lancera dans les recherches. Elle doit boucler le prochain numéro de la revue scientifique qu'elle publie pour l'Institut de volcanologie du Kamtchatka. Il faut bien un peu de difficulté dans la vie. Sinon, on s'ennuie. Ce n'est pas intéressant. Je ne trouve pas ça compliqué de vivre ici. Ce n'est pas un problème.
Les conditions de vie sont ce qu'elles sont, mais ce n'est pas si dur que ça. On est pas mal ici. Il fait chaud, c'est confortable. Demain, tout le monde se lèvera de bonne humeur, prêt à se mettre au travail. Boris, l'étudiant, prépare le dîner. Cela fait plus de 2 mois que les chercheurs séjournent dans ce désert volcanique. Dimitri participe pour la 2e fois à cette expédition. Viktor Andreev et Lydia Vergasova sont respectivement physiciens et minéralogistes. Ils viennent ici chaque été depuis 30 ans. En 1975, ils ont assisté en direct à la naissance de 4 volcans. Ludmila leur a apporté une surprise, dénichée dans les archives de l'Institut de vulcanologie, des images du groupe volcanique Tolbatchik, tournées à l'époque par des vulcanologues et la télévision russe. Как раз то, о чем вы говорите, что тут показывают сейчас, про эти стрелы, эти пики в небо. О, вот это, наверное, да? Да. Вот какой живое. Это первый? Это рабочий режим. Первый, конечно. Да. Первый. Рабочий режим извержения. Вот когда это вот третий. Да. Это третий, у него 2 кратера. А почему? Это такое может быть, ощущение, извините, что- трещина, по которой сначала может, и три. несколько эрупций. Le feu d'artifice a duré 17 mois. La lave, les scories, les cendres et les gaz toxiques ont détruit tout ce qui vivait à 125 km à la ronde. La tempête de feu a dévasté les forêts et englouti les lacs et les étangs. La lave ardente a atteint 1000 degrés Celsius et a dévalé les pentes à plus de 7 mètres secondes. Ma tente se trouvait près du volcan. Il faisait une chaleur d'enfer. C'est la tente que l'on voit dans le film, celle que les hommes déplacent. La chaleur était insupportable. On avait l'impression que la tente allait s'enflammer. Je me suis écartée quelques instants, j'ai fait le signe de croix et je me suis remise en marche. Viktor Andreev a même prélevé des échantillons de lave. C'était très dangereux, bien sûr. Nous nous sommes approchés de la coulée de lave pour effectuer des prélèvements avec une épuisette. Et en puisant la lave, on s'attendait à la voir couler. Mais elle restait collée tellement elle était visqueuse. En dépit de l'ampleur des éruptions, il n'y a pas eu la moindre victime humaine, car le Kamchatka est très peu peuplé. En 6 mois, la région a vu naître 4 volcans. Un tel phénomène ne se produit que tous les 2 siècles. « 31 ans plus tard, au même endroit, la roche liquéfiée s'est durcie et a formé des montagnes. Victor, 58 ans, et Lydia, 60 ans, ont vieilli avec ces volcans. Les coulées de lave n'ont durci qu'en surface. Des émanations toxiques et brûlantes continuent de s'échapper des anfractuosités. Les entrailles de la Terre n'en finissent pas de modeler le visage de la région. Un volcan actif expulse en permanence des minéraux et des matières premières, voire des métaux précieux comme l'or ou l'argent. Les chercheurs aimeraient comprendre ce phénomène.
afin de détecter la présence éventuelle de matières premières. Pour cette expérience, ils ont plongé une vingtaine de tubes de quartz dans la roche volcanique, à des endroits où le gaz remonte des tréfonds de la Terre. В некоторых местах 450. Le premier tube de quartz est extrait du volcan. Il y a séjourné pendant 1 an. Le tube est censé contenir des minéraux et des métaux remontés par les gaz. L'expérience est-elle concluante? Le résultat semble intéressant. Le tube contient des traces de couleur. Au premier regard, Lydia identifie du cuivre, du soufre et divers sulfates. La scientifique a découvert 25 nouveaux minéraux dans ce volcan. L'un d'eux porte même son nom, vergasite. La réputation internationale de Lydia Vergasova est faite. C'est mon métier. Je suis minéralogiste. J'applique les méthodes de recherche de ma spécialité. Je ne sais rien faire d'autre. Je les ai appliquées dans ce cas précis. Et coup de chance, ça a marché. Ce volcan est un peu mon billet de loterie gagnant. Que voulez-vous que je vous dise? Ludmila accompagne Victor au bord du cratère pour mesurer la radioactivité. Celle-ci a tendance à s'élever à l'approche d'une éruption, mais Victor ne détecte rien d'inquiétant. Le lendemain matin, Ludmila attend l'hélicoptère qui doit la conduire à son étape suivante, la vallée des geysers. Elle parle une dernière fois avec Lydia de l'article qu'elle doit rédiger pour la revue scientifique sur l'expérience des tubes de quartz. Un peu plus tard, les 3 chercheurs sont déjà de retour sur les volcans fétiches. Ludmila a 44 ans. Elle a étudié la géologie à Novosibirsk pour pouvoir réaliser son rêve, s'installer au Kamchatka. La vulcanologie est une véritable passion. Ce morceau de lave a été expulsé du cratère et s'est envolé en tournoyant, comme ça, ce qui lui a donné cette jolie forme. C'est une bombe volcanique typique, effilée aux extrémités et renflée au milieu. Elle est tombée comme ça sur le sol. Cette face-là était au-dessus. Elle s'est craquelée en refroidissant. Le dessus est bien lisse.
tandis que l'autre côté est plus rugueux. Elle est très belle. L'hélicoptère Mi-8 appartient à une entreprise privée. Cette dernière a racheté l'appareil à la compagnie nationale. Elle a aussi engagé ses pilotes. Aujourd'hui, elle est la seule autorisée à voler au Kamchatka, une exclusivité très rentable. À bord de l'hélicoptère, quelques gardiens de Rennes. Ils rejoignent leur troupeau non loin de la vallée des geysers où se rend Ludmila. La scientifique est habituée à faire du stop en hélico, car la location de l'hélicoptère revient à 1 500 € de l'heure. Quand on la survole, on mesure bien l'ampleur de l'éruption volcanique de 1975. La lave a éventré la paroi du cratère et s'est répandue dans la vallée sur des kilomètres. Cette éruption est l'une des 6 plus importantes des 2 derniers millénaires. Ludmila aperçoit ses collègues Victor et Lydia au bord d'un cratère. L'hélicoptère rejoint d'abord les troupeaux de rennes. Les montagnes entre lesquelles paissent les troupeaux ont elles aussi été sculptées par l'activité volcanique voilà plusieurs millénaires. Ces jeunes suivent une formation de gardiens de rennes sanctionnée par un diplôme. Ils accompagnent leurs professeurs dans la toundra pour quelques travaux pratiques. Ludmila doit également descendre de l'appareil. L'hélicoptère doit faire le plein sur une base militaire et les passagers n'y sont pas admis. Ludmila apprend que l'un des gardiens de rennes a assisté en direct à l'éruption des volcans Tolbatchik, de quoi piquer sa curiosité. Ukipa Tomiegin avait 25 ans à l'époque. Il faisait brouter son troupeau lorsque l'éruption a commencé à quelques mètres de lui. Une colonne de fumée et de cendres a obscurci le soleil et une pluie de poussière s'est abattue sur nous. L'herbe verte est soudain devenue noire. Quand on marchait, on laissait une traînée verte derrière soi. Les rennes ont dû gratter la cendre pour atteindre l'herbe, mais ça ne les a pas empêchés d'avaler beaucoup de poussière. Ils ont fini par en mourir. Beaucoup sont morts? Oui, beaucoup. Il y a eu également beaucoup de pertes parmi les jeunes qui sont nés au printemps suivant. Les Évènes sont l'une des 4 minorités originelles du Kamchatka.
Aujourd'hui, ils ne représentent plus que 3% de la population de la péninsule. Durant l'ère soviétique, le village évène d'Anavgaï comptait 7000 rennes. Après l'effondrement du régime, les éleveurs ont perdu le plus gros de leurs effectifs. Aujourd'hui, ils ont reconstitué un troupeau de 800 têtes. Mais les gardiens de rennes se font rares. La formation des jeunes bergers comprend l'abattage d'un renne et son dépeçage traditionnel. La viande de renne est très demandée, surtout au Japon. Les éleveurs et les gardiens consomment également la viande de leurs animaux. Les anciens du village tentent de transmettre aux jeunes l'envie de devenir gardiens de rennes. Mais la plupart rêvent de devenir mécaniciens ou ouvriers du pétrole, des métiers qui rapportent bien plus. Ils restent cependant très attachés à la vie dans la nature. Ce que j'aimerais apprendre un bon métier qui me permette de vivre correctement. Mais si on pouvait encore vivre de l'élevage du renne, comme à l'époque soviétique, je préférerais faire ça. L'escale de Ludmila s'achève. L'hélicoptère revient de la base militaire pour la conduire dans la vallée des geysers avant de rentrer à Petropavlovsk. Dolina Geizerov, la vallée des geysers, a été découverte au milieu du XXe siècle. Les Évènes connaissaient la région, mais ils l'évitaient car ils la croyaient peuplée d'esprits malfaisants. Les geysers et les fumerolles, il y en a presque 200, crachent de l'eau bouillante, de la vapeur et des gaz. Ludmila rencontre un groupe de chercheurs de son institut qui travaillent depuis 15 jours dans la vallée des geysers. Ils l'attendaient pour procéder à une expérience sur le Vélikan, autrement dit le géant. Le Vélikan est le plus grand geyser du Kamtchatka. Sa fontaine d'eau bouillante fuse à 30 mètres de hauteur. À l'aide d'une caméra spéciale, les chercheurs veulent filmer la cuve de vapeur souterraine à l'intérieur du geyser. C'est de cette expérience que Ludmila doit rendre compte dans la revue de l'Institut.
Evgeny Gordechev, directeur de l'Institut de vulcanologie du Kamtchatka, mène l'expérience. La cheminée du géant mesure 9 mètres de profondeur. La caméra sous-marine est censée descendre le plus bas possible. Alexandre Belousov est spécialiste des volcans sous-marins. C'est lui qui a conçu cette caméra résistant à l'eau bouillante. Au fur et à mesure que la caméra descend, les chercheurs visionnent les images sur un écran. Люда, к себе туда, прямо вдоль того края. Опускаем дальше. Опускаем, да. Она так пойдет пока. Подожди. Пузыри видим пузыри. Опускаем дальше. La cheminée éruptive est très longue. Elle débouche sur un immense réservoir d'eau souterrain. La fontaine jaillit chaque fois que la pression dans la cuve est à son comble. Люда, поднимем на метр, потом опять опустим. Держи. Стоп! И подержи так чуть-чуть. Там большие камни, сейчас уже дно будет. Сейчас поддержим так, потом приподнимем, медленно будем вытаскивать наверх. Il est prudent de suspendre l'expérience. Le Vélican peut se remettre à cracher de l'eau bouillante. Les intervalles entre 2 éruptions sont irréguliers. Ils s'étalent de 5 à 8 heures. Nous connaissons maintenant la structure interne de ce geyser. Ça ressemble un peu à un intestin, un boyau qui se rétrécit. Au fond, nous avons découvert une grande cavité au centre de laquelle se trouve un rocher parfaitement sphérique, que nous avons appelé le cœur du géant. Les scientifiques ignorent encore comment cette roche influence le fonctionnement du geyser. Ils prévoient d'inspecter l'intérieur de toutes les sources d'eau chaude de la vallée afin de mieux connaître le fonctionnement des différents types de geysers. Ludmila et son chef s'aventurent dans une zone très dangereuse. Le volcan Ouzon s'est désintégré ici il y a 40 000 ans. Il était immense. Il a laissé un trou de 10 km de diamètre, la caldeira d'Ouzon. Les baies de Canneberge foisonnent sur les parties élevées. À peine quelques centimètres plus bas, les mares acides et bouillantes diffusent des gaz toxiques, comme le chlore et l'anhydride sulfureux. Les chercheurs ne peuvent pas s'attarder. Pourtant, c'est probablement dans ce milieu hautement nocif que la vie est apparue sur Terre, il y a 4 milliards d'années. Cette eau à 70 degrés grouille de bactéries. Ces organismes microscopiques forment des agglomérats bien visibles. Les bactéries se nourrissent de gaz toxiques qu'elles décomposent. Un modèle de lutte contre la pollution. Et ces bactéries intéressent aussi l'industrie pharmaceutique. Des multinationales américaines aimeraient installer une station de recherche de 2 millions de dollars dans ce laboratoire grandeur nature. Ludmila doit également rédiger un article sur ce projet.
Evgeny Gordetchev a déjà mis sur pied 7 projets internationaux. Ils sont cruciaux pour la survie de l'Institut de vulcanologie. La caldeira d'Ouzon est un phénomène naturel unique au monde. Ça n'a rien d'étonnant que tout le monde veuille venir l'observer. Les Américains, les Russes, les Français, les Japonais, tous les chercheurs de la planète qui travaillent sur ce genre de phénomène aimeraient venir ici. Vous allez voir. Je vais vous donner la température de l'eau. Ici, par exemple, nous sommes à 72 degrés Celsius. À cette température, on observe la formation de composés organiques qui sont presque des organismes vivants. La mission de Ludmila tire à sa fin. Avec les autres membres de l'expédition scientifique, elle retourne à Petropavlovsk, chef-lieu de la péninsule située à 200 km. L'hélicoptère survole le lac de cratère du volcan Mali-Semiatchik, une vieille connaissance de Ludmila. La beauté du lac est trompeuse. Ses eaux sont gorgées d'acides hautement toxiques. Ludmila y a fait des recherches, plusieurs étés de suite. Mais elle a dû renoncer car les articles qu'elle doit rédiger pour la revue lui prennent désormais trop de temps. Il n'y a que 4 villes au Kamtchatka. Petropavlovsk est la plus grande. Située sur le Pacifique, elle est cernée de hauts volcans. Le nom Petropavlovsk est formé du nom des 2 apôtres Pierre et Paul. C'est ainsi que s'appelaient les 2 navires de l'expédition du navigateur danois Vitus Bering qui accosta sur ces rives en 1740. Lénine veille toujours sur la baie. Les parades militaires se déroulent sous son regard sévère. La marine reste le plus grand pourvoyeur d'emplois de la ville. Petropavlovsk est construit sur un sol volcanique. Les 4 montagnes de feu qui entourent la ville sont encore en activité. Le marché aux poissons regorge de saumon frais ou fumé. 150 000 tonnes de saumon sont pêchées chaque année au Kamtchatka.
Le caviar de saumon est proposé par seau entier. On trouve aussi des crabes de 2 mètres d'envergure. Ludmila renonce au saumon chinook fumé et choisit du saumon keta. Il coûte 4 fois moins cher. Il est meilleur marché que la viande de bœuf ou de porc. Пожалуйста, рыбку на 3 килограмма 620 грамм. Второго будем показывать? Ludmila habite en 2 pièces dans un vieil immeuble en préfabriqué. Elle vit avec sa chienne Cathy. Quand elle s'absente, c'est la voisine qui s'en occupe. Ludmila est séparée de son mari depuis 8 ans. Пойдемте, дам кушать. Да, жарко, жарко, кушать. Кушать хочешь, гулять хочешь, правда? Son fils de 20 ans a quitté le foyer familial. La vulcanologue touche 320 € par mois. Quand elle a payé le loyer, l'électricité et le téléphone, il ne lui reste plus grand-chose pour vivre. Mais elle se débrouille. Je suis obligée de faire des petits boulots en plus. Je sais réaliser des livres et des publicités sur Photoshop, faire des illustrations ou de la relecture. Ça m'aide à boucler mes fins de mois. Je me débrouille. Je ne me plains pas. N'est-ce pas, Katie? Yaroslav, le fils de Ludmila, sert dans la marine à Vladivostok, 1000 km plus au sud. Je m'inquiète, bien sûr, comme toutes les mères. Je suis allée le voir à Vladivostok pour être sûre que tout se passait bien. C'est dur de faire son service militaire. Les jeunes recrues sont souvent soumises à des brutalités. On en parle à la télévision et à la radio. Il y a pas mal d'homicides et de suicides. Certains jeunes préfèrent déserter. Mais pour Yaroslav, ça se passe bien. Il joue dans la fanfare de son régiment. Il écrit que tout va bien, mais qu'il s'ennuie énormément. Это странное место Камчатка. Это сладкое слово Камчатка. Я нашел здесь руду, я нашел здесь любовь. Я пытаюсь забыть, забываю ее вновь. Вспоминаю собаку, она как звезда, ну и пусть. Это странное место Камчатка. Это сладкое слово Камчатка. Nous sommes à l'Institut de vulcanologie et de séismologie de l'Académie russe des sciences. C'est là que sont les bureaux de Ludmila. Fondé en 1962, l'Institut est resté un des centres de recherche les plus à la pointe dans son domaine, jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique. Ensuite, les autorités russes ont diminué de façon drastique les subsides versés aux vulcanologues du Kamchatka. Mais depuis 2 ans, la situation s'améliore. L'Institut reçoit un budget de 2 millions de $ par an. Cette somme autorise un développement modeste mais constant de la recherche.
Toutefois, de nombreux scientifiques ont accepté des emplois mieux payés à l'étranger ou dans des entreprises privées en Russie. Le nombre d'employés a chuté de 900 à 300 et l'âge moyen des chercheurs a grimpé à 52 ans. Seuls sont restés les plus passionnés, ceux qui ont confiance en l'avenir de l'Institut. Ludmila fait partie de ces passionnés depuis 10 ans. Ludmila est responsable de Sciences de la Terre, la revue scientifique de l'Institut. Publiée 2 fois par an, elle jouit d'une bonne réputation à l'étranger. Elle doit permettre d'initier d'autres projets internationaux et inciter des jeunes à venir travailler pour l'Institut. Sans jeunes, pas de relève. Personne à qui transmettre nos connaissances. Nous avons besoin de jeunes collaborateurs, de gens porteurs d'idées nouvelles. Nous publions dans notre revue des contributions émanant d'étudiants. Nous avons une rubrique spécialement consacrée à leurs travaux. J'espère que cette publication nous permettra d'attirer les jeunes. Deux jours plus tard, Ludmila doit laisser là son travail d'écriture. Le volcan Karimsky est entré en activité. L'Institut a rapidement formé un groupe de chercheurs. Leur mission, observer le volcan. Ludmila doit rentrer le lendemain. Les autres chercheurs resteront 4 semaines sur place. Trois étudiants font partie de l'expédition. John Eichelberger est professeur de vulcanologie à l'université de Fairbanks en Alaska. Cet Américain a rencontré Ludmila il y a 2 ans dans le cadre d'un projet russo-américain. Sergueï Ouchakov est le responsable de l'expédition. Après une demi-heure de vol, le volcan Karimsky est en vue. Pour offrir aux chercheurs une vue idéale, le pilote tente de s'approcher au plus près du cratère en activité. Quand un volcan entre en éruption, il peut expulser à tout moment des bombes volcaniques. Il envoie des cailloux avec une force considérable, ainsi que des volées de cendres. Pour les moteurs et les pales des rotors, c'est redoutable. Sergueï, le chef de l'expédition, observe l'activité du Karimsky depuis 10 ans. Cela faisait longtemps qu'il attendait cette éruption. On voit très bien la colonne de fumée qui sort du cratère. Le volcan est en pleine activité. Il ne crache pas de pierre. Non, pas de pierre. Pas de gaz non plus. Ce ne sont que des cendres. Des cendres très fines, peu denses, de couleur grise. Nous allons faire demi-tour et revenir vers le cratère pour bien voir le cône. Les nuages de cendres sont dangereux pour l'hélicoptère.
Nos vulcanologues proposent de décaler le couloir aérien international plus à l'ouest, pour éviter que des avions soient pris dans la zone d'expulsion des cendres. Pour les scientifiques, le volcan ne devrait pas tarder à cracher de la lave. Ils décident de planter leur tente sur l'autre rive du lac Karinsky. Lors d'une éruption en 1996, une coulée de lave a atteint le lac. Elle a fait bouillir l'eau durant des semaines. Toute forme de vie en avait disparu. Les éruptions ont également projeté des blocs de basalte et d'autres roches volcaniques. On les voit qui émergent à la surface de l'eau. On voit bien à la surface cette ligne qui part d'ici jusqu'au volcan. Vous voyez, là, au milieu, juste devant les roches noircies, on remarque un site plus sombre. C'est là que le basalte a surgi. John Eichelberger estime que les volcans d'Alaska et du Kamchatka ont beaucoup de points communs. Depuis 5 ans, il organise des échanges d'étudiants. C'est ainsi que Lisa et Oksana sont déjà partis en mission en Alaska. Depuis 2 ans, Ludmila est également impliquée dans le projet d'échange d'étudiants. Au fil de leur collaboration, Ludmila et John ont fini par tisser des liens plus intimes. Cannot? Oh, no, I can. I can change film speed. How can you do film speed here? Yeah. Скорей бы лед стал, пошел бы тогда на рыбалку. Чего бы поймал, соседям раздал, не жалко. Луна появилась и лезет настырно все выше и выше. Сейчас со всей мочи завою с тоски. It's important that American students understand that Il est important que les étudiants américains comprennent que la Russie est notre voisin et que ses habitants sont des gens aimables. Et les étudiants russes doivent comprendre qu'il en va de même aux États-Unis. J'ai accompagné des étudiants dans les 2 pays. C'était une expérience merveilleuse. J'ai toujours rêvé de réunir le Nord. C'est moi qui ai entamé cette réunification du Nord en tombant amoureux de Luda. C'est un peu court. Je vais faire encore plus court. Je voulais aller en Russie et j'ai rencontré Luda. On réduit tout jusqu'à ne garder que le plus important. J'ai rencontré Luda. Le lendemain, un hélicoptère doit ramener Ludmila à Petropavlovsk.
Elle devra patienter avant de rédiger un article sur une éruption du Karimsky. Comment Ludmila envisage-t-elle son avenir avec John? Je pense que c'est à lui de venir s'installer ici, au Kamtchatka, parmi les volcans. Bien sûr, ici, la vie n'est pas facile. Mais puisqu'il m'aime et qu'il veut m'épouser, c'est à lui de rester ici. Moi, je ne veux pas partir. Ludmila semble déterminée. John aussi. Il vient de lui demander sa main.